À 18 ans, ma mère m'a fait annuler mon anniversaire parce que mon frère se sentait mis de côté. Alors, je suis parti, j'ai commencé de rien et j'ai construit une vraie vie. Des années plus tard, après avoir vu que j'étais heureux, il est arrivé furieux, exigeant que ma femme, mon enfant et ma maison soient à lui. Salut, membre d'un forum en ligne. Je ne suis pas sûr que cela ait vraiment sa place ici, mais je pense à partager quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. C'est à propos de ce qui s'est passé quand j'ai eu 18 ans, ou plus précisément, de ce qui ne s'est pas passé, et comment cette seule nuit a fini par tout changer dans ma vie et ma famille. Ce n'est pas un scénario de film rocambolesque, juste des choses réelles qui semblent encore irréelles quand j'y repense. Avez-vous déjà réalisé que vous étiez le responsable dans votre famille et que ce n'était pas un compliment? C'est en gros le résumé de mon enfance. Mon père s'est tiré quand j'avais 6 ans. Mon petit frère, Hugo, en avait 4, donc il ne se souvient même pas d'avoir eu un père. Moi, si. Je me souviens du bruit de la porte d'entrée qui claque et de ma mère qui dit « Il reviendra quand il se sera calmé ». Spoiler, il n'est jamais revenu. Après ça, ma mère a commencé à m'appeler « l'homme de la maison », ce qui signifiait apparemment faire les corvées, être silencieux et ne pas la déranger pendant qu'elle gâtait Hugo pour en faire un dictateur miniature. Tout était « il est juste sensible » ou « tu sais comment est Hugo ». On m'a dit d'être mature plus de fois qu'on m'a dit « bon travail ». Je me souviens d'un Noël quand j'avais 9 ans. Grand-père nous avait envoyé des cadeaux par la poste, un pour moi, un pour Hugo. Le mien était ce super camion télécommandé que je voulais depuis des mois. Hugo a eu une figurine de super-héros qu'il réclamait à corps et à cri. C'était parfait pendant environ 3 minutes. Puis Hugo a vu mon camion et a décidé qu'il le voulait. Il s'est mis à pleurer à chaudes larmes, en pleine crise. Maman est arrivée en courant comme si quelqu'un était mort. « Hugo, mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas? Je veux le jouet de Léo. Il a eu le meilleur. » J'ai dit non, évidemment. Grand-père nous avait offert à tous les deux ce que nous avions demandé, mais maman m'a lancé ce regard, celui qui signifiait toujours que j'étais sur le point de perdre quelque chose. « Léo, mon cœur, peux-tu simplement partager? Sois mature. » Non, maman, c'est le mien. Il a eu le sien. Alors Hugo a crié plus fort, et c'en était fait. Elle me l'a arraché des mains et le lui a donné. Tiens, d'accord, Hugo. Prends-le. Léo, arrête d'être égoïste. Je me souviens être resté là, les mains vides, à regarder mon frère jouer avec les deux jouets. J'ai demandé si je pouvais au moins avoir celui d'Hugo, puisqu'il n'en avait clairement pas besoin de deux. Hugo a de nouveau fondu en fausses larmes. Maman a dit que je faisais des histoires et m'a envoyé dans ma chambre. C'est là que j'ai appris que dans notre maison, la paix passait toujours avant l'équité. Avance rapide de 9 ans. J'ai 18 ans maintenant et, apparemment, rien n'a changé. C'est la veille de mon anniversaire. J'avais pris un service supplémentaire au garage automobile pour payer un petit gâteau au chocolat et une pizza bon marché, rien d'extraordinaire, juste quelque chose qui me semblait appartenir. Je suis entré avec la boîte, me sentant étrangement fier de moi. Hugo est sur le canapé, scotché à son téléphone. C'est quoi, ça? Mon gâteau, ai-je dit. Il a froncé les sourcils comme si je venais de l'insulter. Tu fais vraiment tout ça pour toi? Ouais, concept fou, non? Célébrer mon anniversaire. Il a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas juste. Tu as toujours le droit de tout faire en premier. Hugo, ça s'appelle être né 2 ans plus tôt. Cela l'a fait exploser. C'est juste stupide que tu deviennes adulte avant moi. Maman. Et voilà. Maman est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Qu'est-ce qui se passe encore? Hugo a croisé les bras, prenant cette fausse voix de victime. Il me jette à la figure qu'il va avoir 18 ans et pas moi. Je l'ai regardé, attendant la réponse évidente. Quelque chose comme « Hugo, c'est la vie ». Mais non, maman a soupiré. Léo, es-tu obligé de l'étaler? Étalant quoi? Mon existence? Elle m'a lancé le regard de mère déçue. Tu sais à quel point ton frère est sensible. Peut-être que tu devrais juste sauter le gâteau cette année. D'accord? Sois mature à ce sujet. La voilà, la phrase magique qui faisait paraître raisonnable toute chose injuste, sois mature. Tu es sérieuse, ai-je dit. C'est juste un anniversaire. Tu es un adulte maintenant.
Hugo est encore mon bébé. Hugo a souri d'un air suffisant depuis le canapé, déjà passé à autre chose, comme s'il avait encore gagné quelque chose. Quelque chose s'est éteint en moi à ce moment-là. Je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté, je suis juste resté là avec ce stupide gâteau entre les mains, réalisant que cela ne changerait jamais. J'ai posé le gâteau sur le comptoir et je suis allé dans ma chambre. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai même pas soupiré. Dans ma chambre, je me suis assis sur le bord du lit et j'ai fixé la fissure au plafond que je suivais du doigt quand je n'arrivais pas à dormir, enfant. Je pouvais les entendre en bas, Hugo qui riait de nouveau, maman qui bavardait avec lui comme si de rien n'était, comme si elle ne venait pas de dire à son fils aîné que son anniversaire n'avait pas d'importance. J'ai ouvert mon placard et j'ai regardé le vieux sac de sport sur l'étagère du haut, celui que j'utilisais lorsque nous étions partis pour le seul et unique voyage en famille des années auparavant, avant que papa ne parte. Je l'ai descendu, la poussière s'envolant comme si même lui avait abandonné cette maison. Je ne savais pas exactement où j'allais encore. Je savais juste que j'en avais fini de jouer le perdant mature dans le cirque familial de quelqu'un d'autre. J'ai fait mon sac lentement, des vêtements, quelques documents, l'argent que j'avais économisé de mon travail à temps partiel. Quand j'ai fermé le sac, il ne semblait pas lourd. Il ressemblait à la liberté avec une poignée. En bas, les rires s'étaient transformés en le son de la télévision. Je suis resté un long moment devant ma porte, à écouter. Puis je me suis murmuré, « Sois mature, n'est-ce pas ?» et j'ai souri. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai même pas essayé. J'ai juste attendu que la maison devienne assez silencieuse pour disparaître. Je pouvais entendre Hugo ronfler depuis sa chambre, ce sommeil lourd et odieux de quelqu'un qui ne s'est jamais inquiété un seul jour de sa vie. La lumière de la chambre de maman s'est éteinte vers minuit, et c'était mon signal. Le sac de sport était posé par terre près de mon lit, à moitié ouvert avec l'essentiel, des vêtements, un peu d'argent, mon chargeur de téléphone. Partir n'était pas à cause de l'anniversaire. C'était juste le dernier coup de pouce après des années à être le personnage secondaire de ma propre histoire. Quand j'avais 13 ans, j'ai rejoint l'équipe de basket de l'école. Nous n'étions personne, mais nous nous sommes battus pour atteindre les finales départementales. J'ai joué comme si ma vie en dépendait. Peut-être que c'était le cas. Nous avons gagné. Et pour une fois, maman avait l'air vraiment fière. Elle a même organisé une petite fête à la maison, des ballons, de la pizza, tout le tralala. Je me souviens être assis là, souriant, pensant que peut-être les choses changeaient enfin. Puis Hugo a commencé à pleurer. Il a dit que ce n'était pas juste que tout le monde soit fier de Léo et pas de moi. Il avait 11 ans. Au lieu de lui dire de se calmer, maman l'a serré dans ses bras comme si c'était lui qui venait de gagner le match. « C'est bon, mon bébé. Tu auras ton moment. » Puis elle s'est tournée vers moi et a dit, « Baissons un peu le ton, d'accord ? Nous ne voulons pas qu'ils se sentent mis de côté. » Le lendemain matin, les ballons avaient disparu. Elle a dit qu'elle les avait enlevés parce qu'ils étaient de trop. Après ça, plus de célébrations, plus d'anniversaires, plus de réussites, rien. Les sentiments d'Hugo étaient la seule chose qui était jamais célébrée. De retour dans le présent, je suis resté là à fixer mon sac. Chaque seconde semblait plus lourde, comme si l'air lui-même me retenait. J'ai enfilé mon sweat à capuche, celui avec des taches de peinture du travail d'été que j'avais fait il y a 2 ans, et j'ai jeté un dernier regard à ma chambre, les posters, la fenêtre fissurée, le renfoncement dans le mur depuis que Hugo m'avait lancé mon ballon de basket dessus. Tout cela n'était que des souvenirs de moi jouant le pacificateur pendant que maman me qualifiait de « mature » pour être resté silencieux. J'ai éteint la lumière, ouvert la porte lentement et suis entré dans le couloir. La maison a grincé comme si elle me dénonçait. Je me suis figé, écoutant. Rien, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac lointain de l'horloge du salon. En bas, j'ai pris les clés de mon camion sur le crochet et j'ai regardé vers le salon. Le stupide gâteau au chocolat était toujours sur le comptoir, celui que je n'ai pas pu manger. J'en ai pris une bouchée avec mon doigt, j'ai murmuré « Joyeux anniversaire à moi », et je suis sorti. L'air de la nuit m'a frappé comme une gifle, froid, vif et libre. Ma vieille camionnette était garée sous le lampadaire, une relique cabossée avec plus de rouille que de peinture, mais c'était la mienne. J'ai mis le sac sur le siège passager et je suis monté. J'ai jeté un dernier regard à la maison, cette même maison où j'avais passé 18 ans à jouer le second rôle. Toutes les lumières étaient éteintes. Personne n'allait venir m'arrêter. Je ne savais pas où j'allais,
juste que n'importe où ailleurs était mieux qu'ici. J'ai conduit jusqu'à ce que le quartier se transforme en autoroute. Je ne me sentais pas triste, juste vide, comme si j'étais déjà parti bien avant mon corps. Vers 3 heures du matin, je me suis garé sur le parking de la maison de mon pote Lucas. Il habitait à l'autre bout de la ville, le genre de gars qui disait toujours « Appelle-moi si tu as besoin d'un endroit », le genre que l'on ne pense jamais vraiment appeler. Je lui ai quand même envoyé un texto. « Tu es réveillé ?» ai-je envoyé. « Il est 3 heures du matin, mec. »« Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il répondu. « Je peux squatter chez toi un moment ? La porte du garage est ouverte. Le canapé est libre. » C'est pour ça que c'était mon meilleur ami, pas de questions, pas de jugement. Je me suis garé silencieusement, j'ai pris mon sac et je suis entré par la porte de côté. Son chien a levé la tête, a remué la queue paresseusement une fois et s'est rendormi. Le canapé était froid, mais il était à moi pour la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé à l'odeur du bacon. La mère de Lucas, la femme la plus gentille du monde, a simplement souri en me voyant. « Bonjour, Léo. Tu as faim ?» J'ai hoché la tête, la voix rauque. « Oui, un peu. » Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Elle n'en avait pas besoin. Elle a simplement glissé une assiette d'œufs et de toast devant moi comme si c'était la chose la plus normale du monde. Lucas était assis en face de moi, les cheveux en désordre, bâillant. « Alors, tu l'as vraiment fait, hein ? » « Ouais, » ai-je dit en mâchant lentement. « Je suppose que j'ai enfin grandi. » Il a souri. Il était temps. Pour la première fois depuis des années, j'ai ri. Pas par sarcasme, pas pour détourner l'attention, juste un vrai rire. C'était étrange, comme se souvenir d'une langue que j'avais oubliée. Il y avait de la culpabilité, oui, mais il y avait aussi de la paix. Personne ne me traitait d'égoïste pour exister. Personne ne me demandait d'être mature. Juste le calme, la liberté et un petit déjeuner qui avait vraiment le goût de m'appartenir. C'était le premier vrai repas de ma vie, et je ne le réalisais même pas encore. Je suis resté sur le canapé de Lucas pendant une semaine avant de trouver une chambre à louer par l'intermédiaire d'un de ses parents. L'endroit était en gros un placard avec un évier qui fuyait et un matelas qui sentait légèrement le carton mouillé, mais il avait une porte qui se fermait à clé, et c'était suffisant. Le jour, je remplissais des demandes d'emploi comme si c'était ma nouvelle religion. La plupart des endroits ne rappelaient même pas. Finalement, un entrepôt dans la zone industrielle de la ville a dit qu'ils avaient besoin d'un gars pour les services de nuit, déplacer des boîtes, charger des palettes, le sale boulot habituel. La paie était minable, mais je n'ai pas hésité. Ils ont dit que je pouvais commencer la nuit suivante. Ce premier service a failli me tuer, 12 heures de levage, de portage, d'empilage sans arrêt, à transpirer sous des néons bourdonnants. L'air sentait l'huile et la poussière. Mes mains étaient à vif quand j'ai pointé à la sortie. Mais quand le superviseur m'a remis ce premier chèque froissé une semaine plus tard, même si ce n'était pas grand-chose, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant, de la fierté. Chaque euro était à moi. Personne ne pouvait me le prendre ou me culpabiliser de l'avoir gagné. Les nuits se sont transformées en semaines. Ma chambre est devenue une routine, nuits instantanées, douche froide, le bourdonnement de la mini-fourgonnette qui ne fonctionnait qu'à sa vitesse moyenne. Parfois, je fixais le plafond, pensant à quel point c'était étrangement paisible, même sans rien autour de moi. Pas de cris, pas de culpabilisation, pas de marche sur des œufs pour que Hugo ne pleure pas. Le seul bruit qui tentait de me ramener en arrière venait de mon téléphone. Maman appelait tous les jours au début. Je voyais son nom clignoter sur l'écran et je sentais mon estomac se tordre. J'ai ignoré les premiers appels. Puis sont venues les messageries vocales. Léo, ce n'est pas drôle. Tu as fait peur à ton frère. Je n'arrive pas à croire que tu abandonnerais ta famille comme ça. Tu te crois meilleur que nous maintenant? Même scénario, ton différent. Aucun d'eux ne demandait si j'allais bien. Tout tournait autour de ce que je leur faisais ressentir. Finalement, les appels ont ralenti, puis ont cessé. J'ai attendu quelques jours, m'attendant à une autre salve de culpabilité, mais je n'ai eu que le silence. C'est là que j'ai compris, ils ne m'avaient jamais vraiment voulu là-bas. Ils voulaient juste le contrôle. L'hiver est arrivé plus vite que prévu. Je n'avais pas de vrai manteau, alors je superposais les sweats à capuche comme une armure et je continuais à travailler dans le froid. Les chauffages de l'entrepôt fonctionnaient à peine, et certaines nuits,
la seule chose qui me tenait chaud était l'adrénaline et le mauvais café. Un matin, vers 4 heures, je rentrais chez moi après un service quand ma camionnette a tout sauté et s'est arrêtée à un feu rouge. J'ai essayé de la redémarrer. Rien. Le moteur a juste toussé et a abandonné, comme s'il était fatigué lui aussi. Je suis resté assis là 1 minute, la buée de mon souffle obscurcissant le pare-brise, et j'ai sorti mon téléphone. Mon pouce a survolé le numéro de maman. Je ne l'avais pas appelé depuis des mois. Pendant 1 seconde, je l'ai imaginé répondre, soupir dramatique, fausse inquiétude, puis l'inévitable, tu vois ce qui arrive quand tu essaies de tout faire tout seul? C'en était assez. J'ai laissé tomber mon téléphone sur le siège, je suis sorti et j'ai commencé à marcher 8 kilomètres dans un air glacial. Mon souffle sortait en nuages, et le bout de mes doigts est devenu engourdi. Mes chaussures étaient trempées par la neige fondue, et toutes les quelques minutes, je me disais que j'allais m'arrêter à la prochaine station-service, mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué à marcher. Quelque part entre le 3e et le 5e kilomètre, ma colère s'est transformée en concentration. Chaque pas me semblait marteler cette promesse plus profondément dans mes os, je ne retournerai jamais en arrière. Pas même pour de l'aide. Pas même pour prouver quelque chose. Simplement jamais plus. Quand je suis arrivé à mon appartement, le soleil se levait. Je me suis effondré sur le matelas et j'ai fixé le plafond. Tout mon corps me faisait mal, mais je n'étais pas en colère. J'étais fier. Fier de ne pas avoir plié à la première difficulté. Fier d'avoir marché chaque satané kilomètre au lieu de rentrer en rampant. Ce matin-là, j'ai sauté le sommeil et je suis allé directement à la bibliothèque. J'ai utilisé l'un de leurs vieux ordinateurs pour m'inscrire à des cours du soir dans un centre de formation pour adultes. Je ne savais pas en quoi je voulais me spécialiser. Je savais juste que je voulais continuer à avancer. Les mois suivants ont été un flou d'épuisement et de progrès. Je travaillais 10 heures, prenais un repas rapide au menu à 1 euro, puis je me traînais à un cours de 19 heures sur la logistique et la gestion. La plupart des nuits, je luttais pour rester éveillé, mais j'ai réussi tous mes examens. Les gens à l'entrepôt ont commencé à le remarquer. Les plus âgés m'appelaient, l'étudiant, pour plaisanter, mais quand le superviseur avait besoin de quelqu'un de fiable, il m'appelait en premier. J'ai pris tous les services que je pouvais, j'ai économisé chaque euro supplémentaire. Le week-end, je réparais moi-même la camionnette avec des pièces de la casse. Elle n'était pas belle, mais elle roulait de nouveau, tout comme moi. Parfois, je conduisais jusqu'à mon ancien quartier la nuit, je me garais à quelques rues de là et je restais simplement assis. Je ne m'approchais jamais assez pour qu'il me voie, mais je regardais les lumières de la maison, la chambre d'Hugo toujours allumée tard comme d'habitude, l'ombre de maman se déplaçant dans la cuisine. Rien n'avait changé. Je me souviens avoir pensé à quel point il était étrange que l'endroit qui me semblait être une cage paraisse si petit de l'extérieur. Quelques mois plus tard, j'ai été promu chef d'équipe. La paie n'était pas incroyable, mais elle était stable. Pour la première fois de ma vie, je pouvais me permettre plus que des nouilles. J'ai même acheté une vraie veste, pas chère, mais chaude. Chaque jour de paie, je pliais le chèque en 2 et le fixais 1 seconde avant de l'encaisser. Non pas parce que c'était beaucoup, mais parce que c'était la preuve que j'avais survécu sans eux. Pas d'appel, pas de « sois mature », pas d'Hugo qui crie en arrière-plan. Juste moi. Et c'était assez. 7 ans plus tard, cette phrase me revenait encore parfois en tête lorsque j'entrais dans l'allée de ma nouvelle maison après un long service. La maison n'était pas grande, 2 chambres, une salle de bain, une allée fissurée. Mais elle était à moi. Chaque carreau, chaque clou, chaque goutte de sueur qu'il avait construite portait mon nom. J'avais 25 ans maintenant, superviseur d'entrepôt. Oui, au même endroit où j'avais commencé comme la recrue qui empilait des boîtes, sauf que maintenant c'était moi qui aboyais des ordres et qui réparais les erreurs de tout le monde. La paie ne changeait pas la vie, mais elle était solide. J'avais des économies, une assurance maladie et un réfrigérateur plein de nourriture qui ne venait pas d'un menu à bas prix. La plupart des nuits, quand j'entrais dans cette allée et que je voyais la lumière du porche allumée, je souriais. Chloé la laissait toujours allumée pour moi. Elle disait que cela rendait l'endroit chaleureux, comme un foyer. C'était le genre de femme qui ne se souciait pas des choses de luxe, juste de l'effort. Elle m'a rencontré quand je prenais des cours du soir, jonglant avec les services, à moitié mort de travail, et a décidé que je valais la peine de rester. Nous nous sommes mariés quand j'avais 21 ans à la mairie avec 2 témoins et sans drame. Pas de famille, juste nous. 1 an plus tard, Adam est né,
notre fils. Il lui ressemblait mais avait mon entêtement, ce qui est à la fois adorable et terrifiant. Je restais assis là certains soirs à les regarder, Chloé berçant Adam pour l'endormir, et je pensais, personne ne peut me prendre ça maintenant. Ce n'était pas de la chance. C'était mérité, construit à partir de rien d'autre que mes 2 mains et la décision de laisser derrière moi tout ce qui m'avait brisé. À ce moment-là, Adam avait presque 4 ans, plein d'énergie et de questions et déjà meilleur que moi pour construire des choses à son âge. Puis, un après-midi au hasard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Normalement, j'ignore cela, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Léo, a dit une voix familière. C'est ton grand-père. Je me suis figé. Je n'avais pas entendu cette voix depuis des années. Il semblait plus âgé, plus doux. Salut, ai-je dit prudemment. Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. Il a ri. Je ne m'attendais pas à appeler, pour être honnête. Je voulais juste voir comment tu allais, mon fils. Je vais bien. Très bien, en fait. Il y a eu une pause. Tu as fait ce qu'il fallait, tu sais, en partant. Cela m'a pris par surprise. Ah oui? Oui. J'ai dit à ta mère il y a des années que gâter Hugo le ruinerait. Elle n'a pas écouté. Je l'ai même prévenu après le départ de ton père que faire de toi l'homme de la maison n'était pas juste. Tu étais un enfant. Mais elle ne m'a jamais écouté, trop occupée à protéger Hugo du monde. Je me suis adossé à ma chaise, regardant par la fenêtre la pelouse que j'avais tondue la veille. Avant, je pensais que j'étais fou d'être parti. Tu n'étais pas fou, a-t-il dit. Tu survivais. Cette phrase m'a frappé. Survivre. C'était exactement ça. Il a soupiré. Je n'appelle pas pour salir qui que ce soit. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. J'ai entendu des bribes. Ta mère dit que tu vas bien, mais elle ne parle pas beaucoup de toi. Je vais bien, grand-père, ai-je dit en souriant légèrement. J'ai une famille maintenant. Un fils. Il a éclaté d'un rire chaleureux. Un garçon, hein? Je parie qu'il est déjà plus intelligent que nous tous. On y travaille. Je suis fier de toi, Léo. Tu as brisé le schéma. Ce n'est pas facile. Nous avons parlé encore 10 minutes, principalement de petites choses, le temps, le travail, comment ses genoux étaient fichus mais son jardin prospérait. Quand nous avons raccroché, je suis resté assis à fixer mon téléphone pendant un moment. C'était étrange, la première fois en des années que quelqu'un de ma famille me contactait sans jugement ni culpabilité. Ça n'a rien arrangé, mais ça m'a fait du bien. Ce soir-là, quand Chloé est rentrée, elle avait ce regard de celle qui prépare quelque chose. Et, a-t-elle dit, mais quelque chose de décent. Je t'emmène sortir. J'ai haussé un sourcil. Où ça? À la station-service de luxe au bout de la rue? Elle a souri. Non, génie. Un vrai restaurant. Tu le mérites. J'ai failli dire non, je déteste manger au restaurant, mais elle m'a lancé ce regard et j'ai cédé. Nous nous sommes habillés, avons déposé Adam chez sa sœur et sommes allés en ville. Le restaurant était l'un de ces endroits chics mais pas prétentieux, lumière tamisée, jazz en fond sonore, serveur au sourire forcé. Chloé était magnifique, et j'étais juste heureux de m'asseoir avec elle loin du bruit du travail. Puis, au milieu de notre repas, j'ai entendu un rire qui m'a tordu l'estomac, ce rire aigu et faux avec lequel j'avais grandi. Celui de maman. J'ai levé les yeux et, bien sûr, à 2 tables de là, ils étaient là, maman et Hugo. Hugo avait l'air à peu près le même, plus âgé, plus grand, mais avec le même visage suffisant qui me rendait fou. Maman était habillée comme si elle passait une audition pour une publicité de crise de la quarantaine, sirotant du vin et hochant la tête pendant qu'Hugo parlait de quelque chose avec animation. Chloé a suivi mon regard. Ça va? J'ai hoché la tête lentement. Ouais, je ne m'attendais juste pas à tomber sur de vieux fantômes ce soir. Maman ne m'avait pas encore vu. Hugo était trop occupé à faire défiler son téléphone, se plaignant probablement de la dureté de sa journée. Pendant une seconde, j'ai envisagé de faire comme si je ne les voyais pas, de finir de dîner, de partir et de ne plus jamais y penser. Mais une partie de moi, la partie qui a passé 18 ans à ravaler chaque insulte, chaque anniversaire ignoré, chaque, soit mature, forcé, voulait être vue. J'ai regardé Chloé et j'ai dit, ne partons pas tout de suite. Parce que parfois,
on ne planifie pas sa vengeance, on s'assoit simplement et on laisse le destin la servir à la table d'Axe en grave côté. Chloé a dû sentir que je ne bougeais pas. Elle a pris ma main sous la table et l'a serrée, le genre de geste qui disait, quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Je n'ai même pas eu le temps de décider quoi faire avant que la voix d'Hugo ne déchire la pièce comme un haut-parleur cassé. C'est pas vrai, a-t-il dit assez fort pour que la moitié du restaurant se retourne. Léo? Oh la vache, c'est vraiment toi. Il s'est levé, souriant comme si nous étions les meilleurs amis du monde perdus de vue. Maman s'est retournée, les yeux s'écarquillant en me voyant. Pendant une seconde, son sourire a presque semblé sincère. Puis elle a jeté un coup d'œil à Chloé, aux beaux vêtements, aux alliances à nos doigts, et ce mélange familier de surprise et de culpabilité a traversé son visage. Hugo s'est approché d'un pas arrogant avant que je puisse réagir. Waouh, mec. Regarde-toi. Marié, restaurant chic. Ça doit être sympa. Je me suis adossé à ma chaise. Salut, Hugo. Tu es encore en vie. C'est cool. Il a cligné des yeux, confus par mon ton calme. Ouais, je suis en vie. Maman m'a dit que tu étais juste parti comme si nous ne comptions pas, ne pas compter, ai-je dit. Je pense que c'est mon rôle depuis la naissance. Maman a grimacé. Léo, s'il te plaît. Pas ici. Hugo l'a interrompu. Tu nous as abandonnés. J'ai dû grandir sans mon frère parce que tu ne supportais pas de faire partie d'une famille. J'ai laissé échapper un petit rire pas méchant, juste fatigué. Hugo, tu avais 16 ans quand je suis parti. Tu n'avais pas besoin d'un frère. Tu avais besoin d'une laisse. Quelques personnes à proximité ont ri sous cap. Chloé a caché son sourire derrière son verre d'eau. Maman a sifflé, ne commence pas, Léo. Non, maman, ai-je dit en me penchant en avant. Parlons-en vraiment, puisqu'apparemment je suis le méchant ici. Parlons de toutes les fois où on m'a dit d'être mature pendant qu'Hugo obtenait tout ce pourquoi il pleurait. Mon anniversaire annulé parce qu'il était jaloux. Ma victoire au basket que tu as fait semblant d'ignorer parce qu'il a piqué une crise. Tu appelais ça de l'éducation. J'appelais ça de la survie. Le visage d'Hugo est devenu rouge. Tu te crois meilleur que nous maintenant avec ton petit travail et ta petite famille. Je ne pense pas être meilleur, ai-je dit calmement. J'ai juste appris à vivre sans attendre l'équité. Il a ri, mais d'une voix tremblante. Tu crois que tu peux t'enfuir et être récompensé pour ça? C'est drôle, ai-je dit. Tu crois que tu peux rester assis sur le canapé de ta mère pendant 20 ans et être récompensé pour ça? Ça l'a touché. Sa mâchoire s'est crispée. La table à côté de nous était devenue complètement silencieuse. Puis Hugo s'est penché en avant, les yeux fous. Je veux ce que tu as, a-t-il dit, la voix montant. Tu ne le mérites pas. Je veux ta vie. La femme, l'enfant, la maison, tout ça aurait dû être à moi. Il s'est penché vers Chloé. Tu ne veux pas rester avec ce perdant. Viens avec moi. Les mots flottaient là comme du poison. Même maman avait l'air abasourdie. La main de Chloé s'est figée en l'air. Tout le restaurant est devenu silencieux, à l'exception du faible bourdonnement de la musique de fond. Je me suis levé lentement, la chaise raclant le sol. Tu veux ma vie, Hugo, ai-je demandé doucement. Il avait l'air suffisant, pensant que j'allais céder. Ouais, pourquoi devrais-tu l'avoir? Tu es parti. Tu ne mérites pas la fin heureuse. C'est là que quelque chose en moi a cédé. Pas de colère, juste de la finalité. Je l'ai attrapé par le col et l'ai tiré assez près pour qu'il voie à quel point mon visage était calme. Écoute-moi, Hugo. Tu ne mérites rien parce que tu ne construis rien. Tu te plains, tu prends, tu piques des crises, et tu t'attends à ce que le monde se plie à tes désirs. Tu n'es pas une victime. Tu es juste paresseux. Ses yeux se sont écarquillés, ses mains figées en l'air. J'ai resserré ma prise juste assez pour qu'il fasse attention. Tu veux une vie comme la mienne? Gagne-la. Arrête d'être un homme enfant. Arrête de blâmer tout le monde. Et pour une fois dans ta vie, agis comme si tu avais plus de 12 ans. Puis je l'ai repoussé, pas fort, mais assez pour qu'il trébuche sur la table derrière lui. Quelques verres ont tinté. Un serveur a halté, et Hugo est resté là, pâle, humilié, respirant comme s'il venait de courir 1 kilomètre. La voix de maman a tremblé. Léo. Non, maman,
ai-je dit en me tournant vers elle. C'est toi qui l'as rendu comme ça. Tu as passé des années à le protéger des conséquences. Et regarde-le maintenant, un homme adulte qui pense que tout lui est dû. Tu pensais être une bonne mère, mais tu nous as juste brisés tous les deux de différentes manières. Pour une fois, elle n'a pas argumenté. Elle a simplement baissé les yeux, les mains tremblantes, les yeux brillants. Peut-être qu'elle n'a enfin vu pas les cris, pas le drame, juste la vérité qui se tenait là entre nous. Hugo a marmonné quelque chose à voix basse, puis s'est retourné et est sorti, les épaules basses, de la même manière qu'il se dandinait après avoir perdu un jouet quand il était enfant. Certaines choses ne changent jamais. Maman s'est rassise à sa table, silencieuse. Après une longue pause, elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti un petit morceau de papier plié. Elle s'est approchée, les yeux rouges mais le regard ferme, et l'a posé devant moi. Mon nouveau numéro, a-t-elle dit doucement. Si jamais tu veux parler. Pas pour lui, pour moi. Je l'ai fixé une seconde, puis j'ai hoché la tête une fois. Prends soin de toi, maman. Elle a esquissé un faible sourire et est retournée à sa place, fixant la table comme si elle essayait d'oublier tout ce qui venait de se passer. Chloé a tendu la main sur la table, la voix basse. Ça va? J'ai expiré. Ouais, en fait, oui. Nous avons payé l'addition et sommes sortis. Alors que la porte se refermait derrière nous, j'ai jeté un dernier coup d'œil à travers la vitre. Maman était toujours assise là, fixant le siège vide en face d'elle. Pour une fois, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Non pas parce que je les avais embarrassés, mais parce que je ne les avais pas laissés réécrire l'histoire une fois de plus. L'air de la nuit semblait plus froid qu'avant, mais pur. Chloé a glissé sa main dans la mienne. Alors, a-t-elle dit avec un sourire, tu penses toujours que sortir était une mauvaise idée? J'ai souri. Ouais, une soirée totalement horrible. Elle a ri et nous avons marché jusqu'à la voiture, laissant les fantômes là où ils devaient être. Pendant les semaines suivantes, la vie est revenue à la normale, ou aussi normale que possible après une crise de famille en public. Je n'ai pas beaucoup pensé à cette nuit-là, du moins pas pendant la journée. Mais parfois, quand la maison était silencieuse et qu'Adam dormait, je me surprenais à la revivre, les mots d'Hugo, le visage de maman, le silence après. Puis, un soir après le travail, mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli l'ignorer jusqu'à ce que je voie l'aperçu du message, c'est ta mère. Je n'attends pas de réponse, mais je voulais dire que je suis désolé pour tout ça. Je suis resté assis une minute entière à le fixer. Pas de manipulation, pas de culpabilisation, juste des mots que je n'avais jamais entendus de sa part auparavant. Chloé est entrée en s'essuyant les mains. Ça va? Ouais, ai-je dit, regardant toujours l'écran. C'est juste ma mère. Elle s'est approchée, lisant le message par-dessus mon épaule. C'est nouveau. Ouais, très nouveau. Tu vas répondre? J'y ai pensé. Pas ce soir. Mais la vérité était que je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Pendant les jours suivants, chaque fois que je prenais mon téléphone, ce texto était là comme un fil lâche que je ne pouvais ignorer. 3 jours plus tard, un autre message est arrivé, tu n'es pas obligé de me parler, mais je veux juste que tu saches que je le pense. Je sais que je t'ai fait du mal. Celui-là, c'était différent. Je suis sorti, je me suis assis sur le porche, et avant de pouvoir trop réfléchir, j'ai composé son numéro. Elle a répondu avant la fin de la première sonnerie. Léo? Ouais, c'est moi. Oh, mon chéri, a-t-elle dit, la voix brisée. Merci d'avoir appelé. Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. Le silence était épais, des années de non-dit suspendues dans l'air. Je n'ai pas appelé pour me battre, ai-je dit finalement. Je sais. Je ne suis pas là pour défendre quoi que ce soit. Elle a soupiré. Je veux juste te dire la vérité. Sur quoi? Sur le fait de perdre Hugo. De l'avoir laissé tomber. Sa voix tremblait. Quand ton père est parti, Hugo n'était qu'un bébé. Il ne se souvenait même pas de lui. J'ai fait tout ce que je pouvais pour compenser ça. Et quelque part en chemin, j'ai oublié que j'avais 2 fils, et non un seul. Je suis resté silencieux. Je me suis dit que tu étais fort, a-t-elle poursuivi, que tu n'avais pas besoin d'autant d'attention, que tu t'en sortirais quoi que je fasse. Et ce n'était pas juste. Je t'ai fait tout porter pour qu'Hugo n'ait rien apporté.
Je me suis adossé au garde-corps du Porsche, regardant le coucher de soleil. Tu savais ce que tu faisais, pourtant. Tu le voyais. Je le savais, a-t-elle admis, et je me suis convaincu que c'était de l'amour. Que le protéger était de l'amour. Mais je ne protégeais personne. J'évitais juste la culpabilité. Celui-là m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je ne peux pas changer ça, a-t-elle dit doucement. J'espère juste qu'un jour tu pourras me laisser essayer de faire mieux. C'était étrange de l'entendre parler comme ça. Pas d'excuses, pas de dérobade, juste de l'honnêteté. Pour la première fois de ma vie, elle ne me parlait pas de haut, elle me parlait. Je ne sais pas ce que je ressens à propos de tout ça, ai-je dit honnêtement. Mais merci de l'avoir dit. C'est suffisant pour moi pour le moment. Nous avons raccroché peu de temps après, tous deux un peu mal à l'aise, comme si aucun de nous ne savait comment terminer une conversation normale. Une semaine plus tard, elle a envoyé un autre texto. Pouvons-nous nous voir? Juste pour parler. J'adorerais te voir. Sans attente. Une partie de moi voulait le supprimer, prétendre qu'il n'était jamais arrivé. Mais une autre partie, celle qui avait construit une vie sans amertume, s'est dit, peut-être qu'il était temps. Alors, j'ai dit oui. Nous nous sommes rencontrés dans un petit parc près du lac un samedi matin. Chloé est venue avec moi, principalement pour un soutien moral. Et bien sûr, Adam était là aussi, courant partout avec son camion jouet et criant à propos des canards. Quand maman est arrivée, j'ai failli ne pas la reconnaître. Elle avait l'air plus âgée, plus petite en quelque sorte, mais plus calme. Elle a souri nerveusement, serrant son sac à main comme s'il pouvait s'envoler. « Salut », a-t-elle dit. « Salut ». Elle a repéré Adam instantanément. « C'est lui ?»« Ouais », ai-je dit. « C'est Adam. » Elle ne s'est pas précipitée pour le prendre dans ses bras ou l'étouffer d'affection comme je m'y attendais à moitié. Elle est juste restée là, le regardant rire en poursuivant un oiseau. Ses yeux se sont embués. « Il est magnifique », a-t-elle murmuré. « Tu es un bon père. »« J'essaie de l'être », ai-je dit. Nous nous sommes assis sur un banc, un silence gênant s'étirant entre nous. Chloé s'est éloignée avec Adam, nous laissant de l'espace. J'ai beaucoup pensé à ce moment, a dit maman après un moment. Ce que je dirais, comment tu réagirais. Mais je crois que je veux juste m'asseoir ici un peu. C'est bien. Elle a hoché la tête, expirant lentement. Quand je t'ai vu au restaurant, j'ai réalisé quelque chose. Hugo n'est pas le seul que j'ai laissé tomber. Je me suis laissé tomber aussi. J'ai passé tellement de temps à essayer de réparer ce que ton père avait cassé que je n'ai pas remarqué que je te cassais, toi. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Nous sommes restés à nouveau en silence. Adam est arrivé en courant, tenant une feuille comme si c'était de l'or. Papa, regarde. J'ai souri, je l'ai prise de sa main et je lui ai ébouriffé les cheveux. C'est une belle feuille, mon grand. Maman nous regardait, son expression douce mais lourde. Tu es vraiment heureux, n'est-ce pas? Ouais, ai-je dit. Je le suis. Elle a souri faiblement. Ça me rend heureuse aussi. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Nous n'avons pas pleuré. Quand il a été temps de partir, elle a juste dit « Merci de m'avoir laissé te voir ». J'ai hoché la tête. Prends soin de toi, maman. Alors que j'attachais Adam dans son siège auto, je l'ai surprise en train de nous regarder depuis le banc, les mains jointes, les épaules tremblant un peu. En rentrant, Chloé a demandé doucement « Comment te sens-tu » J'ai réfléchi un long moment. Plus léger, ai-je dit finalement. Pas réparé. Juste plus léger. Elle a souri. C'est un début. Et peut-être que ça l'était. Pour la première fois, je ne ressentais pas de colère. Je ne sentais pas qu'on me devait quelque chose. Je ne me sentais pas comme cet enfant à qui on avait volé son cadeau de Noël. Je sentais juste que j'avais fini de porter ce poids. Ce sentiment ne s'est pas estompé. Il a grandi au cours de l'année suivante. La vie ne s'est pas magiquement arrangée, mais elle est devenue plus stable, plus calme, plus réelle. Maman a commencé à prouver qu'elle pensait ce qu'elle disait. Elle n'était pas étouffante, ne poussait pas, n'essayait pas de réécrire le passé. Elle se présentait simplement quand elle disait qu'elle le ferait. Parfois, elle envoyait un texto, je pense à Adam, ou demandait si elle pouvait passer pour déposer quelque chose de petit, un livre pour enfants ou des biscuits qu'elle avait fait.
Elle m'a dit qu'elle avait commencé une thérapie, et je l'ai cru. Elle ne s'en est jamais vantée, ne l'a jamais utilisée comme une arme pour prouver qu'elle était meilleure. Elle parlait juste comme un être humain pour une fois. Et quand elle venait, elle suivait toutes les règles que nous avions établies, pas de culpabilisation, pas de mention d'Hugo à moins que je ne le demande. Pendant ce temps, Hugo, eh bien, son monde ne s'est pas aussi bien porté. Grand-père a appelé une fois et m'a dit qu'il était retourné vivre chez maman pendant un certain temps. Il a enchaîné les boulots comme des serviettes en papier. S'est fait virer 2 fois, s'est disputé avec les voisins, pensait toujours que tout le monde était contre lui. Je n'ai pas ressenti de joie en l'apprenant, juste une confirmation silencieuse, j'avais eu raison de partir. Certaines personnes ne grandissent jamais tant qu'elles n'ont plus personne pour les conforter. Maman l'a finalement obligée à déménager à nouveau. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas continuer à nettoyer ses dégâts. L'entendre dire ça m'a semblé surréaliste, comme si elle avait enfin vu le désordre qu'elle avait aidé à créer. Quelques mois plus tard, elle est venue au 5e anniversaire d'Adam. Elle n'a pas essayé de jouer la grand-mère de l'année. Elle est restée en arrière-plan, a pris des photos, a ri de ses pas de danse ridicules et lui a tendu une petite boîte emballée dans du papier brun. À l'intérieur se trouvait un minuscule camion en bois, sculpté à la main, peint en bleu. Je l'ai fait moi-même, a-t-elle dit. J'ai pensé qu'il pourrait aimer quelque chose de simple. Adam l'a serré contre lui comme un trésor. Merci, mamie. Le mot l'a prise par surprise. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle n'en a pas fait un drame, elle a juste souri et murmuré, de rien, mon grand. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assis dehors pendant que Chloé nettoyait les dernières assiettes de gâteau. La cour était calme, à l'exception du son d'Adam qui riait à l'intérieur, jouant probablement encore avec ce camion en bois. J'ai pensé à tout, ce Noël des années auparavant, le trophée de basket que je n'ai jamais pu célébrer, la nuit où je suis parti avec rien d'autre qu'un sac de sport et un cœur têtu. Tout cela m'a mené ici. Chloé est sortie, s'est assise à côté de moi, a posé sa tête sur mon épaule. Il a eu un bon anniversaire, a-t-elle dit. Ouais, ai-je dit. Il en a eu un. Maman n'était pas parfaite, mais elle essayait. Et Hugo, peut-être qu'un jour il en aurait marre de s'écraser et commencerait à construire. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas mon travail de le sauver. Cette vie, la petite maison, les rires, le calme était la mienne, gagnée, non héritée. Alors que je me levais pour rentrer, j'ai regardé Chloé et j'ai dit, tu sais, je ne suis pas parti pour leur faire du mal. Elle a souri doucement. Je sais. J'ai regardé à nouveau la fenêtre où Adam agitait son camion jouet en l'air comme un trophée. Je suis parti pour vivre, ai-je dit. Et je l'ai fait. Une célèbre plateforme vidéo vient de lancer sa nouvelle fonctionnalité Buzz. Si vous êtes captivé par cette histoire, cliquez à fond sur ce bouton Buzz. Cela indique à la plateforme que cette vidéo mérite d'exploser en popularité et nous encourage à vous proposer des histoires encore plus folles.